Les gens normaux ne changent pas le monde. Et nous, on a plein de gens différents, qui ont un parcours de vie différent. Et malheureusement, aujourd'hui, les entreprises, et notamment les équipes RH, désolé pour vous, ils font passer les gens dans des grilles et dans des cases, et puis ils loupent des profils comme ça. C'est ça le problème. Du coup, ils cherchent des gens en Suisse hautement qualifiés, diplômés de l'EPFL, qui veulent pas faire ce job. Et à la place, ils sont prêts à engager des gens au Vietnam, aux Philippines et en Pologne. Mais par contre, alors effectivement, le développeur qui n'utilise pas l'IA, celui-là est mort. Ouais. Ça, c'est évident pour moi. T'as passé la piscine. Tous les vendredis, tu passes un test. À la fin de ce mois, qu'est-ce qui se passe ? En fait, j'ai juste oublié d'ajouter que je rêvais du code pendant ce mois de piscine. On parle un peu du trauma, on continue. Ouais, mais ça c'est vrai chez tout le monde. J'ai fait la piscine, je confirme, je rêvais aussi. Je donne un exemple très simple, je devrais pas le dire à l'antenne, mais en fait, le test en ligne, c'est marqué que si vous l'échouez, vous n'avez pas le droit de le refaire. Franchement, tous les Suisses, ils le refont avec une autre adresse email. Mais un migrant qui est en situation où on l'a dit, tu dois respecter les règles, sinon tu vas te faire expulser, jamais il va trahir cette règle. Alors du coup, il a moins de chances qu'un Suisse. Et puis enfin, on n'arrête pas de dire que le digital détruit beaucoup d'emplois, mais bonne nouvelle, ils en créent plein, mais on dit pas comment quelqu'un de 40 ans dont l'emploi de traducteur va être détruit par les IA va trouver un autre métier dans la programmation. Bienvenue sur la chaîne d'Alpacity. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui deux invités qui partagent une expérience commune, l'école 42. Christophe Vanière, capitaine de 42 Lausanne et CIO de 42 Switzerland, ainsi que Margarita Makarova, docteur en linguistique computationnelle, aujourd'hui développeuse et élève à l'école 42. Margarita nous racontera son parcours international et ses activités actuelles en Suisse, et Christophe reviendra sur l'aventure 42, ses défis, ses réussites et les perspectives d'avenir dans un monde où l'intelligence artificielle transforme la programmation. Margarita, Christophe, merci d'être avec moi aujourd'hui sur la chaîne YouTube d'Alpacity. C'est un plaisir de vous recevoir. Avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que vous pourriez vous présenter succinctement ? Et je laisse peut-être la parole en premier à Christophe. Alors, Christophe Vanière, je suis le fondateur et le capitaine de l'école 42 à Lausanne. Avant ça, j'ai été notamment le directeur des systèmes d'information de la HESSO en Suisse romande. Et encore avant ça, j'ai travaillé dans le monde de l'informatique bancaire autour des banques cantonales romandes. Magnifique. Bon, tu es assez connue sur la Suisse romande. Margarita, est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur toi, sur ton parcours ? Alors, moi, je suis Margarita, ou Rita, tout simplement. Moi, je suis venue en Suisse pour faire mon master en lettres. Et après, comme tous les étudiants de master, j'ai écrit un mémoire de la fin d'études. Et j'ai beaucoup aimé le rédiger. Et en fait, après, j'ai fait mon doctorat avec une des directrices de mon mémoire. Et en parallèle de mon doctorat, j'ai commencé l'école 42. Donc en juillet 2022, j'ai fait la piscine, j'ai été sélectionnée et c'est comme ça que je me suis lancée dans cette aventure 42. Et maintenant, je travaille au groupe Mutuel. On reviendra sur la piscine et tout le vocabulaire autour de ce concept École 42. Peut-être juste un mot sur quel était le sujet de ton mémoire ? De mon mémoire ou de ma thèse ? De ta thèse, pardon. Alors, ma thèse... en gros, le domaine dans lequel elle s'inscrit, ça s'appelle la stylométrie. Ok. Moi, je l'ai utilisé, j'ai utilisé la partie qui s'appelle en anglais Authorship Attribution, et ça sert à identifier l'auteur d'un texte anonyme à la base des textes dont l'auteur est déjà connu. D'accord. Du coup, à un moment donné, quand j'écrivais ma thèse sur un sujet purement linguistique lié au domaine de lettres, je me suis rendu compte que j'ai besoin de méthodes quantitatives. Et c'est comme ça que j'ai cherché comment je pourrais traiter de grands volumes de textes littéraires écrits par des auteurs francophones, mais d'origine française ou belge, etc., et par des auteurs d'origine russe, mais qui écrivent en français. Et alors, je suis tombée sur ce domaine stylométrie, et c'est comme ça que j'ai découvert un tout petit peu la programmation en Python et le machine learning. Et ça, c'était avant l'école 42. Et puis juste pour arriver sur cette histoire qui est quand même assez géniale d'école 42, qu'est-ce qui t'a motivé suite à cette thèse à rejoindre ce programme qui est assez unique, je dirais, dans le monde ? Alors,
pendant mes études, ou peut-être mon travail de doctorat, j'ai commencé à coder et je me suis juste rendu compte que ça peut être plus large parce que j'aimais bien la programmation en Python. Mais après, je me suis rendu compte que si j'apprends la programmation, pas seulement en Python, mais en d'autres langages, ça pourrait bien élargir mes horizons et mes intérêts. Et c'est comme ça que j'ai commencé juste à chercher sur Google s'il y a des cours de programmation à Lausanne. Et je suis tombée sur l'école 42, qui a été ouverte en 2021. Donc, ouais, plus ou moins en même temps, j'ai commencé mes recherches sur Internet. Et je me suis inscrite, j'ai fait un test et j'ai commencé la piscine en 2022, en juillet, comme j'ai dit. Magnifique. Christophe, on a très envie de savoir comment est née l'école 42, ce projet assez fou. Je sais que tu as écrit un livre là-dessus. Tout est expliqué dedans, il faut juste l'acheter sur Amazon, il n'y a pas de problème. Je veux bien vous en dévoiler deux, trois éléments. Alors d'abord, l'école 42, elle est née à Paris, de l'initiative d'un certain nombre de personnes qui venaient notamment d'une école qui s'appelle Epitech, et qui ont repris ce concept pédagogique un peu particulier, et en le mettant, je dirais, à l'extrême en fait dans l'environnement de 42, dans le sens qu'il n'y a vraiment pas de profs, c'est vraiment accessible à tout le monde, c'est vraiment gratuit. Quand j'ai découvert cette école, en faisant de la veille sur les nouvelles, les différentes solutions pédagogiques, alors j'étais à la HESSO, la première réaction que j'ai eue, moi, qui ai géré des équipes informatiques pendant plusieurs années, c'est « Ah, mais c'est exactement le type d'école où moi j'aime ces profils-là, qui se forment sur le tas, qui apprennent plein de choses, qui sont motivés avec cet esprit un peu entrepreneur, digital, disrupteur, etc. » Et c'est dommage qu'on ait passé en Suisse romande. Alors, ceci dit, j'ai reconsulté mes mails, je suis plongé dans le boulot. 6 mois après, je suis retombé sur une autre conférence où là, j'ai pu discuter avec le directeur pédagogique qui m'a dit « Non, mais tu sais, viens à Paris, on a plein d'écoles qui s'ouvrent, pourquoi pas ?» On en a discuté au sein de la HESSO pour voir si c'était envisageable, parce qu'il y a d'autres modèles comme la Team Academy qui s'étaient mis en place. Quand j'ai vu que c'était vraiment très compliqué, j'ai laissé tomber. Jusqu'à ce qu'une nuit, je me réveille en me disant « Mais... rien à foutre, j'y vais. » Et puis le lendemain, j'ai démissionné et envoyé un mail à l'école 42 pour dire mais comment on fait dans cet ordre-là. Et donc ça c'était en octobre 2019 et il m'a fallu quelques mois pour en parler avec différentes personnes parce que moi, informaticien, prof d'informatique, ouvrir une école d'informatique, c'est normal que ça ait du sens. Et j'en ai parlé à 3 autres personnes qui m'ont tous dit c'est génial, je vais t'aider. Je me dis, bon, ok, il y a un truc quand même. Et puis, en janvier 2020, donc il y a maintenant 5 ans, on a créé une association qui s'appelait 42 Lausanne d'abord, maintenant elle s'appelle 42 Switzerland. Et puis, on a lancé la recherche de fonds en février 2020 en se disant, la grippette qui vient de Chine, ça va passer. On n'a pas fait très très long parce qu'un mois après tout se fermait, donc c'était intéressant de lancer ce projet-là en plein confinement. Et la première info là-dessus, c'est vraiment, on était très connectés à l'économie et en fait souvent on nous dit mais comment vous avez fait pendant le Covid ? En fait ça nous a aidé. Alors bien évidemment que les 2 premiers mois c'était complètement coupé, mais en fait après le Covid, d'abord on était tous des héros, les informaticiens, pour une fois. Ensuite les patrons avaient du temps pour faire des visioconférences, donc je pouvais aligner 7 rendez-vous dans la journée en visio pour demander de l'argent, ce qui était quand même assez pas évident, on va dire, au début. Et puis les gens avaient envie de voir des choses positives pour la suite, donc c'était vraiment plutôt aidant. Et on a ouvert l'école 42 à Lausanne une année après, en juillet 2021, avec une construction de campus en pleine pénurie de matières premières, enfin plein de choses qu'on raconte dans le livre. Mais effectivement, c'est une aventure entrepreneuriale qui est pas terminée parce qu'on est vraiment une start-up. On doit se battre tous les jours pour financer l'école, parce que si elle est gratuite, elle est financée par notamment les entreprises. Et par contre, ce qui est impressionnant aujourd'hui, c'est qu'on a aujourd'hui plus de 750 étudiants qui ont été sélectionnés, qui ont commencé le cursus. Il y en a déjà plus de 200 qui sont sur le marché, comme Margarita, et avec des profils, vous avez un exemple là, très différents les uns des autres. C'est fou. Et l'école 42, elle répond à quelle problématique dans le système de formation, j'ai l'impression que c'était un manquement qu'on avait en Suisse. Alors, je pense qu'elle répond à 3 problématiques importantes. La première, c'est les 10% de jeunes de 25 ans qui n'ont pas de diplôme professionnalisant. Là, je parle des stades du canton de Vaud. Sur Genève, je crois que c'est 15%. Enfin, on dit toujours, c'est super la Suisse. Non, il y a plein de gens qui sont à côté. On parle de 2,5% de chômage. D'abord, c'est 4,5% de sans-emploi. Et puis, on a quand même une réalité qui n'est pas aussi belle que ça. Ensuite, on a plein de gens qui ont des métiers qui ne leur plaisent pas parce qu'ils ont fait à 14 ans des choses
choix et qui ont envie de changer, mais c'est compliqué de changer, ou parce que tout d'un coup, ils sont électriciens, ils se sont cassés le dos sur un chantier et puis il faut pouvoir trouver un nouvel emploi. Et puis enfin, on n'arrête pas de dire que le digital détruit beaucoup d'emplois, mais bonne nouvelle, ils en créent plein, mais on dit pas comment quelqu'un de 40 ans dans l'emploi de traducteur va être détruit par les IA, va trouver un autre métier dans la programmation. Et ça, nous, on est à peu près là, la seule solution à proposer vraiment une transition, parce qu'on a des gens de 18 à 60 ans qui peuvent faire cette école, parce qu'elle est gratuite, elle est flexible, on peut la faire en cours d'emploi, même si ça reste pas difficile, bien évidemment. Justement, j'en fais toujours un petit décryptage d'actualité en début de ce podcast. Tu as parlé d'intelligence artificielle qui va bouleverser pas mal de métiers, notamment liés à la linguistique. La programmation en fait aussi partie. J'aurais voulu avoir votre avis là-dessus. Et pour ça, j'ai trouvé des chiffres intéressants. Une étude de l'ADP Research Institute qui a été publiée en 2024. Qui fait une analyse sur l'évolution du métier de développeur logiciel aux États-Unis entre 2018 et 2024. C'est intéressant d'aller aux États-Unis aussi parce que c'est aussi une nation du digital. Et qu'est-ce que l'étude dit, cette analyse nous dit, c'est qu'en 2020, l'emploi des développeurs aux États-Unis est en déclin, environ, ils estiment entre 10 et 12% de recul. Ils parlent aussi d'un salaire médian qui reste quand même 2 fois supérieur à la moyenne nationale, avec une disparité qui est marquée par région, bien sûr, avec la Silicon Valley, la Floride, qui est en croissance d'ailleurs, c'est rigolo, et puis d'autres régions du monde comme l'Ohio, qui progressent aussi, et ils finissent cette analyse en allant dans la direction de, bien sûr, l'intelligence artificielle et l'automatisation qui pourrait expliquer cette baisse de la demande. Comment est-ce que vous interprétez ces chiffres et quel parallèle on peut faire avec la Suisse ? Je ne sais pas si je réponds la première. En tout cas, moi, ce que je pense, par exemple, dans mon travail de tous les jours, je constate que c'est peu probable que l'IA remplace moi-même ou d'autres développeurs, parce que ça dépend en fait à quel point c'est lié au métier. Parce que si par exemple on développe une application juste pour scanner un document, par exemple, ou j'en sais rien, transformer en Word, en PDF ou l'inverse, ou enfin des choses purement techniques. Enfin, ça, c'est des exemples simples, on en a beaucoup. Alors ça, peut-être c'est probable que ce soit fait par une IA. Mais ce qui est impossible, à mon avis, pour l'instant en tout cas, c'est de remplacer un développeur qui travaille dans les assurances, par exemple, parce que bon, je connais ce domaine, après je connais d'autres, mais par exemple, dans les assurances, il y a les lois qu'il faut lire, après il faut discuter comment on peut agir, et on a, je ne sais pas combien de business analysts qui travaillent dans chaque équipe, et puis je ne sais pas si c'est tout à fait possible de remplacer leur travail, parce que nous, on se réfère à ce qu'ils disent, à ce qu'ils écrivent dans les dossiers métiers. Et en fait, s'il n'y a pas de business analyst, il n'y a pas de travail de transformation des informations, comme les lois ou autres, les règles pour les développeurs qu'il faut qu'ils implémentent. Enfin, après, si on a déjà la liste des règles, peut-être une IA pourrait, mais de nouveau, comme le code est énorme et que l'application elle est compliquée, moi, j'imagine pas, pour l'instant, une IA qui puisse tout lire, tout comprendre, enfin, à tous les niveaux possibles, législatifs, au niveau du métier, du code qui a déjà écrit, du code qui va être écrit. Enfin, pour moi, c'est un peu compliqué. Après aussi, il y a beaucoup d'interactions entre plusieurs équipes différentes. Et ça, par exemple, si on a un problème de serveur, je ne sais pas, il faut, à cause d'une mise à jour, il faut contacter quelqu'un qui travaille dans notre équipe. Je ne sais pas comment l'IA va résoudre ce problème. Enfin, après, moi, je n'aime pas trop le terme IA. Moi, je préfère... parce que ça, c'est une sorte d'hyperonyme, si j'ose dire, donc en mot plus général. Moi, je préfère les hyponymes. Je ne sais pas s'il y a des liaisons. En tout cas, moi, je préfère dire qu'on parle principalement de LLM. Et du coup, ces modèles-là, c'est pas comme les autres modèles de machine learning. Il y en a beaucoup. Il y a du reinforcement learning, il y a du machine learning, il y a du deep learning, il y a beaucoup de learning. Voilà. Donc, si on parle des LLM, et qui pourrait potentiellement remplacer les développeurs, mon avis, si on résume, c'est que ça dépend du domaine d'application. Si c'est juste
technique et qu'il n'y a pas beaucoup de niveaux d'interaction avec les gens, législatifs, métiers, etc., peut-être que c'est probable, ouais. J'ai vu plein de vidéos sur YouTube des développeurs front-end qui disaient que voilà, leur métier était en train de disparaître. Enfin, mais de nouveau, si c'est une application, comme je dis, je sais pas, pour scanner un truc, peut-être que juste l'interface, peut-être que c'est possible. Plus il y a d'interaction et de focus métier, plus l'IA sera difficile ou les LLM seront difficiles ou seront moins utiles peut-être dans le développement ou dans un projet. Ouais. Et c'est intéressant parce que je rebondis. Depuis le début de l'informatique, on est passé à des niveaux, on va dire, d'aide du développeur. On faisait un assembleur, après on a eu le langage de programmation, après on a eu le langage objet, après on a eu les générateurs de code, etc. Et je pense que l'évolution du monde de l'IA à travers des générateurs de code de plus en plus évolués, en fait, va dans cette direction-là. Ce qui est intéressant dans l'étude en question, c'est qu'il y a une incohérence entre une baisse de la demande avec a priori une offre qui est la même et une augmentation de la masse salariale. Ce qui montre deux choses. Ce qui montre d'abord que les demandes sont de plus en plus pointues, donc effectivement on cherche des gens de plus en plus spécialistes, les fameux gens qui ont 10 ans d'expérience en développement sur ChatGPT alors qu'il est sorti il y a 3 ans, ça on les connaît, et puis qu'effectivement les profils un petit peu je dirais low cost, qui savent juste coder, etc., n'ont plus beaucoup de valeur parce qu'eux peuvent être plus ou moins facilement remplacés par des outils d'automatisation. On sent plutôt, nous on voit au sein de 42 l'évolution plutôt du mouvement low code, no code à IA code aujourd'hui pour faire IA code, c'est-à-dire que c'est l'IA qui code à la place. l'IA et code, en fait, c'est un peu cette évolution-là qui marche bien pour des prototypes, pour des applications from scratch. Puis comme tu disais, quand on est dans un environnement complexe comme le système informatique d'une banque, d'une assurance, puis qu'il s'agit, dans 80% des cas, d'aller modifier de l'existant, ça devient très, très, très complexe et compliqué. Et puis, il y a ce rêve des patrons que j'ai vécu il y a 20 ans, en nous disant, il y aura plus d'informaticiens en Suisse, on va tout mettre en Inde, ou il y a 10 ans, en disant, il y aura des moteurs de workflow. Désolé, effectivement, il y aura toujours des informaticiens, mais parce qu'il faut des gens qui prennent les idées qui sont dans la tête des acteurs métiers et qui les transforment en règles pour l'informatique. Alors que ce soit des règles que je code, des règles que je donne, que je prompte à l'IA, c'est égal, mais il faut cette traduction-là. Et puis, non. Mais par contre, alors effectivement, le développeur qui n'utilise pas l'IA, celui-là est mort. Ouais. Ça, c'est évident pour moi. Ne serait-ce que pour documenter son code, pour faire des tests unitaires dans un premier temps, pour générer une partie dans le code. Puis à 42, la règle qu'on donne aux étudiants, c'est faites la chose vous-même la première fois. Puis une fois que vous savez la faire, ne la refaites plus jamais, vous allez perdre du temps. Parce qu'on doit augmenter en productivité. Chaque jour qui passe, on rajoute des millions de lignes de code dans les systèmes et on en enlève pas beaucoup. Et heureusement qu'il y a des outils d'automatisation comme l'IA aujourd'hui, les LLM ou autres, qui nous permettent de mieux appréhender ça, sinon on s'en sortirait pas. En termes de marché de l'emploi, on voit aussi qu'aux États-Unis, il y a des disparités et il y a notamment des salaires très élevés dans certains États. Comment ça marche en Suisse? On entend toujours parler de pénurie d'informaticiens. Il y a des chiffres qui sont donnés qui semblent énormes, mais c'est vrai que si on recherche un peu les sources, on a du mal à quantifier en fait réellement cette information. Il y a plein d'écoles, il y a des jeunes, il y a des personnes en reconversion et il y a une pénurie de talents. Comment tu expliques ça, Christophe, et peut-être aussi Margarita, sur ta recherche toi-même d'emploi? Mes recherches d'emploi, on n'en parle pas. C'était une période très difficile. En tout cas, par rapport à la pénurie, oui, ça m'a beaucoup surpris en fait, parce que quand je cherchais un travail, j'ai constaté qu'il n'y a pas assez de postes en fait, pas assez d'offres d'emploi. J'avais cette impression. Alors qu'on parle d'une pénurie d'informaticiens en Suisse. Et ce que je constatais, c'est que souvent les entreprises, pour économiser de l'argent, ils engagent des gens externes quelque part, ou comme tu dis, à l'étranger, je ne sais pas, principalement. Enfin, ça dépend de l'entreprise, mais par exemple, j'ai postulé dans une entreprise suisse pour un poste de développeuse et on m'a dit, en fait, on préfère engager les gens des Philippines et peut-être à la rigueur de Pologne, mais pas des gens en Suisse. À moi, ils ont dit, voilà, il nous faut un diplôme EPFL, master, voilà, en niveau comme ça. Moi, j'ai dit, OK, mais les gens qui terminent leurs études à l'EPFL, département informatique, ils ne veulent pas faire du développement. C'est ça le problème. Du coup, ils cherchent des gens en Suisse hautement qualifiés, diplômés de l'EPFL, qui ne veulent pas faire ce job.
Et à la place, ils sont que prêts à engager des gens au Vietnam, aux Philippines et en Pologne. Enfin, il y a une incohérence entre ce qu'ils souhaitent et la réalité. Pourquoi ces personnes de l'EPFL ne veulent pas faire de développement suite à ces études-là? Ils veulent être dans la recherche. Ils veulent rester dans les maths. Ils ont fait l'EPFL, c'est pas pour passer leur vie dans un écran à coder. Non, mais on oublie une chose, c'est que la réussite économique de la Suisse dans le monde de la technique, c'est fait parce qu'il y avait un ingénieur qui pensait, des techniciens qui faisaient, puis des ouvriers qui finissaient. C'est comme ça qu'une équipe fonctionne bien. Et aujourd'hui, on demande à des ingénieurs, et là je parle de polytechniciens, d'aller faire du code. Alors, il y en a qui aiment bien, mais c'est une toute petite minorité. Moi, j'ai un patron qui m'a dit, mais je comprends pas, je les engage, puis au bout de 3 ans, il veut me dire, je vais aller élever des abeilles au Mexique. Je dis, mais ils ont fait de l'EPFL. Ouais. C'est le haut de la crème. Par contre, tu as besoin de techniciens. Alors, pour finir, tu engages des ingénieurs, des écoles d'ingénieurs français, qui sont justement nos techniciens à nous. Et en fait, ce qu'on réalise, et c'est là où 42 est revenu, il nous manque les techs de l'époque, qui sont devenus avec les HES un peu plus académiques. Et en fait, on a un peu perdu cette compétitivité-là, qui fait la force de l'environnement technologique de Suisse. Et effectivement, pour revenir sur ta question d'origine, il y a une incohérence entre la vision systémique qui est qu'en Europe, on est en train de perdre on prend du retard de manière majoritaire face à la Chine et aux États-Unis parce qu'on n'a pas assez d'informaticiens. On a des chiffres qui nous disent que c'est une catastrophe, il y a une pénurie de temps, etc. Puis quand on discute avec les entreprises, alors oui, il y a une pénurie, mais en même temps, ça les arrange bien. Comme ça, on n'a pas besoin de se forcer de changer trop vite. On est très suisse ici. Comme ça, on peut dire c'est pas de ma faute si les projets se font pas, c'est parce que j'arrive pas à engager. Puis quand il y a des solutions concrètes, comme 42 ou d'autres, prendre des apprentis ou autres, on se dit ah ouais, mais non, là il faut faire un effort. Donc effectivement, il y a quand même une incohérence dans ce qu'on mesure, dans ce qu'on voit dans le macrosystème économique et dans le vécu qu'on a dans les entreprises. Et le bon exemple très simple, c'est la situation actuelle du marché de l'emploi où depuis le mois d'octobre, il y a un arrêt quasi total des demandes, des pipes de projets, il y a des entreprises informatiques qui licencient, il y a une situation où nos étudiants trouvent plus de places de stage parce que le marché est sec vraiment. Pourquoi ? 1, parce qu'il y a eu Trump, d'accord. 2, parce qu'il y a mais l'IA, on sait pas, la question d'avant. Et puis parce qu'en fait, on a peur. Et en fait, aujourd'hui, si j'y ferme les yeux, dans 3 ans, on aura besoin de plus ou moins d'informatique dans l'écosystème suisse. La réponse est plus. Alors, il y aura besoin d'informaticiens, je suis désolé. Et plus on arrête et plus on retarde et moins on prend des juniors, moins on aura des seniors. À un moment donné, il faut vraiment investir dans la formation, investir dans l'accueil des jeunes, dans leur formation au sein de l'entreprise, plutôt que de se plaindre en disant « Ah, mais je trouve pas ». Et aujourd'hui, tout le monde fait ça. Est-ce que tu vois un peu une différence entre, tu parles beaucoup d'informaticiens, on parle aussi beaucoup de digital. J'ai l'impression que ce qui se rejoint, c'est la culture aussi digitale. Et un des grands manquements en Suisse, à mon avis, c'est cette culture qui manque. Au sein de 42, comment les profils sont sensibilisés aussi à la culture digitale, sans être toujours catalogués comme un... Enfin, j'ai du mal à exprimer ma question, mais j'ai l'impression qu'il y a 2 mondes. Il y a l'informatique pure et dure et le digital. C'est intéressant que tu viens pas de l'informatique pure et dure. Et tu as l'impression d'avoir baigné dans le digital avec 42 ou avant ? Avant, je peux vous dire, les milieux que je fréquentais, les gens, ils savaient même pas utiliser... Enfin, par exemple, une de mes tâches à l'université, quand j'étais doctorante, c'était de gérer la plateforme Moodle. Donc, même créer des cours, c'était déjà une catastrophe. Après, une fois, il y avait mon prof qui m'a écrit, il a dit « Oh, je sais pas ce qui se passe, il y a des onglets qui sont disparus. » Enfin, alors moi, j'arrive, je regarde, et il a juste cliqué sur un bouton qui... Enfin, il y a une barre qui disparaît, il fallait juste cliquer. Et après, quand j'ai cliqué, il a dit « Oh, mais comment tu sais ce qu'il fallait faire ? Comment... » donc il y a vraiment... Voilà, c'était un miracle pour lui. Okay. Donc ça, par exemple, aux universités qui sont très, très conservatrices, d'habitude, la digitalisation se passe très mal. Ouais. Je faisais même partie d'un petit comité... transformation numérique, je sais plus, compétences numériques, ça s'appelait. Mais voilà, je sais pas, il y avait que des discussions, il y avait beaucoup de... Enfin, j'ai l'impression que les gens sont pas encore prêts. Enfin, ça dépend des domaines. Ça dépend des âges aussi. Aussi. Je suis pas sûre pour l'âge. Non, mais il y a bien évidemment une facilité née avec le fait qu'on on a grandi très vite avec le digital. Là, je dis on, c'est pas moi, mais et puis il y a des gens qui ont de la facilité, de l'élasticité d'esprit, parce que je pense que c'est plus qu'une question d'âge, c'est une question d'élasticité neuronale.
Et en fait, c'est vrai que le digital aujourd'hui, il est partout. Et ça, je pense que c'est important dans tous les métiers d'avoir cet élément de digitalisation. Et à 42, on a beaucoup d'expérience où on travaille avec les entreprises, on fait venir un peu des nouvelles manières de penser, de voir les choses. Et ce qui est particulier à 42, c'est qu'on a plein de gens qui viennent de plein de métiers différents. Mais ça va du cuisinier au juriste. Et ce qui est intéressant, c'est justement le côté flexibilité. Je pense que quand on parle de la piscine, quand on voit un peu 42 de l'extérieur, on dit c'est quoi ce truc bizarre? Un truc bizarre, c'est le digital. Ouais. C'est ça qu'on met. Et en fait, il y a des gens qui viennent vivre cette expérience-là parce que typiquement, on peut l'avoir vécu dans un environnement autre, puis ils veulent s'outiller un peu plus pour aller plus loin, ou parce qu'ils ont envie de tester, de se baigner là-dessus. Et ça, je pense que c'est important pour les entreprises de réaliser que le digital, c'est d'abord un état d'esprit. Oui, mais c'est aussi des compétences techniques, parce que derrière, il faut suivre. Mais une compétence technique, c'est de savoir faire un prompt sur ChatGPT aussi, aujourd'hui. Et j'ai beaucoup de gens qui m'appellent en disant, vous faites des cours sur l'utilisation de ChatGPT? Non, il faut aller à l'école Club Migros pour ça. Mais c'est intéressant. Et à l'inverse, il faut bien les gens qui créent ce digital, qui sont capables de transformer une idée en quelque chose de concret. Et si on veut pas déléguer ça à la Chine et aux États-Unis, ou à l'Inde ou ailleurs, il faut former ces gens-là sur le territoire suisse et européen, parce que je pense qu'on est ici dans un écosystème européen à peu près identique, on va dire. Est-ce que vous pouvez nous plonger un peu dans l'aventure 42 ? Tu as parlé de piscine. Comment on fait comment on accède à cette école et ensuite comment ça se passe? Parce qu'on a tous une grande idée de ce qu'est l'école 42, mais plongez-nous dans ce quotidien, dans cette aventure. Vas-y, c'est toi qui l'as vécu beaucoup plus que moi. Mais t'as vu. Un petit peu, ouais. Voilà. En tout cas, moi, qu'est-ce que j'ai fait? D'abord, j'ai fait un test en ligne. Oui. C'était très gamifié, très inhabituel. Je m'attendais à un test sérieux comme à l'Uni ou des choses comme ça. Mais non, ça ressemblait plutôt à un jeu. Ensuite, j'ai passé le test et il y avait un check de passeport, un truc comme ça formel. Et par la suite, il y avait juste la piscine. Alors, la piscine, ça se passe 4 semaines. On est censé venir sur place, c'est mieux de venir sur place tous les jours, y compris les week-ends. Et moi, j'ai trouvé ça vraiment super. Et c'est vraiment une expérience, je pense, à faire pour tout le monde. En tout cas, tenter la piscine, même si on ne veut pas forcément continuer après l'école 42. Mais la piscine, c'est comme un bootcamp d'un mois où tu te plonges dans la programmation, dans le code, en C, mais dès zéro. Et en fait, j'ai suivi d'autres cours en ligne avant, bien sûr, de Python ou autre, et c'était pas du tout structuré de la même façon. Justement, pendant la piscine, je trouve la méthodologie, comment les choses sont introduites, l'ordre, le niveau de difficulté qui augmente, c'était très bien construit, vraiment, c'était du niveau... du point de vue pédagogique et méthodologique, c'était vraiment parfait. En tout cas, justement, on a des exercices à faire, à quoi ça ressemble, voilà, des exercices à faire, et on a des vidéos. Au début, on en a un peu plus, vers la fin, on en a moins. Ça dépend. Il y a des modules. Je ne sais plus déjà combien il y en a, 11 14, je crois, des modules. Ouais. Ok, ouais, je me souviens. T'as pas fait les 14, c'est normal. Oui, justement, moi j'en ai fait 9, je pense, ou 8. En tout cas... Ça dépend si on a un bon niveau. Voilà, chacun va aller là où il peut pendant les 4 semaines, effectivement. Parce que si c'est une personne avec plus d'expérience, peut-être il va faire tous les modules avec tous les exercices là-dedans. On a des fous, comme ça. Ouais. Il y en a un ou deux, quand même. Il y a des gens qui ont réussi. Mais c'est pas le but. Le but, c'est de faire... en fait, il y a la partie requise. Parfois, c'est 5 exercices, parfois 3, parfois... ça dépend du module. Et ça suffit de s'arrêter là-dessus. Et en fait, passer au module suivant. C'est même recommandé. Et en fait, au fur et à mesure, on fait des exercices en regardant des vidéos, en demandant aux gens de l'aide ou des conseils, et en évaluant les autres, parce que quand on soumet un exercice, il faut après faire une évaluation par 2 étudiants. Et aussi, ce qu'il y a pendant la piscine, c'est les examens. Le premier examen, il y en a 4, parce que chaque vendredi. Et aussi, ce qui est important, c'est de ne pas avoir peur, parce que le premier examen, c'est toujours... c'est le fameux... ce fameux examen, quand même, il faut à chaque fois se préparer moralement et aussi... pas seulement techniquement, plutôt moralement. Je rebondis là-dessus parce que
il faut imaginer, vous avez commencé le lundi, 80% de nos étudiants n'ont jamais codé. Ils apprennent à faire du shell, du C, des trucs un peu horribles. Et le vendredi à 4h, ils ont un examen. Ouais. 80%, ils vont avoir 0. Et c'est normal. Parce qu'en fait, on leur a pas dit qu'il fallait faire. Mais il y en a, ils partent en pleurant chez maman, ils reviennent pas. Oh non. Parce qu'ils n'ont jamais eu 0 de leur vie et on leur a pas dit que c'était éliminatoire. Et donc, il y a une expérience un petit peu... on leur a dit, mais c'est pas grave. Vous revenez, il y a 2e semaine. Mais c'est intéressant parce que l'informatique est un milieu où c'est dur, parce qu'on a beaucoup de projets, on échoue beaucoup. Et si à chaque fois qu'on échoue, ça nous touche à ce point-là, faut pas le faire, quoi. Donc, et puis après, on progresse examen par examen. Je te laisse continuer, pardon. Non, je voulais juste dire que, par exemple, pendant le premier examen, j'ai entendu tout le monde parler « Ah, c'est vraiment difficile de le passer, on va tous échouer. » Je me suis préparée, j'étais prête, comme ça, j'étais un peu stressée. Et quand j'arrive, et c'était juste un problème de mot de passe ou un truc comme ça, je voulais demander aux étudiants qui surveillaient les examens, mais ils m'ont dit « Ah, on peut pas intervenir, vous donner... » Enfin, voilà, on est juste là pour surveiller ce que vous faites. Et du coup, moi... Comme j'ai entendu au préalable les gens parler des problèmes, ça m'a influencée. Et du coup, je l'ai loupé juste parce que c'est un peu l'opinion générale qui a influencé. Oui, qui m'a influencé. Je pensais qu'il fallait le louper, en gros, pour être... C'est presque normal. T'avais partie du groupe majoritaire. Oui, t'as eu le mauvais 0. C'est les bons et les mauvais 0. Les bons, c'est ceux qui ont réussi à se loguer, mais qui ont échoué après l'exercice. Elle a fait partie des mauvais 0. Donc je vous dis, mais c'est pas grave si vous faites 0 examen, la preuve, elle réussit très bien. C'était pour le login, c'est vrai? T'as pas réussi à te loguer? Vraiment. Ah, c'est fou, ok. Ouais, c'est... Et en fait, c'est intéressant ce que tu expliques, parce qu'effectivement, on le dit le lundi, votre premier challenge, c'est de vous loguer à l'examen, puis en fait, ça génère plein de rumeurs, on sait pas quelles sont les bonnes infos, les mauvaises infos. Et c'est ça l'expérience, c'est aussi de dire, mais cherchez vos informations, checkez vos sources de savoir, apprenez par vous-même et puis gérez un petit peu cette source d'inconnu, parce que jusqu'au moment de l'examen, en fait, on sait pas ce qui se passera réellement. En fait, je dirais qu'il faut vraiment faire confiance en soi, parce que moi, j'ai pas fait confiance en moi-même à ce moment-là. Je me suis dit, tout le monde rate, moi je vais rater, c'est sûr. Si telle ou telle personne a raté, je sais pas, bon, c'était pas encore, je connaissais pas encore, mais je me disais quand même, non, je savais un tout petit peu parce qu'il y avait des gens qui arrivaient pas à se loguer en premier 10 minutes. Je pense 10 minutes, ouais. En première 10 minutes, ils partaient. Et du coup, je voyais des gens partir. Je me suis dit, mais si cette personne part, alors moi, c'est sûr, je vais pas réussir. Donc, ça m'a trop influencé. Il faut pas faire confiance à ce qu'on pense, mais il faut vraiment avoir une confiance en soi. Ouais. On n'est pas gentil, on sait. Moi, je donne souvent l'image, parce que je l'ai vécu en tant que papa, de vous prenez des gamins en Pampers, vous les jetez dans une piscine pour leur dire vas-y, nage. C'est un peu ça, la piscine. Tu sais qu'aux États-Unis, il y a un mouvement comme ça, et c'est très. Il y a vraiment pour et contre. Enfin, c'est très clivant. Je veux te dire qu'en tant que papa, moi, j'ai fait ça avec mes enfants, j'étais bien flippé. Mais il y avait un gars avec une barre qui les récupérait pas le Pampers. Non, bien sûr, mais ce geste-là, il y en a qui. Il y a 2 écoles. Bref. Mais il y a aussi 2 écoles sur 42. Il y en a qui trouvent qu'on est vraiment des gens, on martyrise les étudiants. Tout le monde est là gratuitement pour le plaisir et on les empêche pas de partir. Il y en a, après ce premier examen, il y en a 15% qui reviennent pas. Ça fait partie un peu de la sélection parce que derrière, il faut être à l'aise avec cette école où en fait, tu dois faire le tri des choses, tu dois fonctionner par toi-même en collaboration et c'est pas fait pour tout le monde. Donc le but de la piscine, c'est aussi de permettre à des gens d'abord de découvrir ce que c'est l'informatique et puis est-ce que ça leur plaît. Et puis deuxièmement, de voir si cette école son prof où on vous prend pas par la main, mais on vous botte éventuellement le cul quand vous avancez pas, y a des gens, ils aiment pas. Puis tant mieux, parce qu'en fait, il y a plein d'autres écoles qui fonctionnent différemment. Et ça, c'est vraiment important dans ces vécus-là. Mais t'as survécu pour finir à la piscine, du coup. T'as survécu à la piscine? Oui, j'ai survécu. Qu'est-ce que t'as développé comme compétence pour réussir malgré ce premier échec à l'examen? En fait, il faut juste pas lâcher. Il faut continuer. Il faut peut-être pas prendre tout ça au sérieux. Il faut pas, surtout, ça c'est très important à dire, il faut pas se victimiser ou je sais pas, s'accuser soi-même et dire moi je suis bête, je suis nulle, ça il faut pas. Vraiment, il faut prendre ça à la légère. Ça c'est vraiment un conseil aussi, parce que moi en tant que femme, je remarque que les femmes ont plus tendance à se gronder en quelque sorte, se réprimander. Voilà. Moi, je pense qu'il ne faut pas le faire, surtout, en général, mais pour réussir la piscine, surtout pas le faire, parce que ça ne va pas aider, en fait. C'est juste, ça ne sert à rien. Tout le monde... je rebondis sur ce que tu dis. En fait, les personnes à qui on n'a pas arrêté de dire qu'elles n'étaient pas faites pour ce métier-là,
les femmes, les personnes qui ont échoué, qui sont en réinsertion, les migrants, souvent, en fait, ces personnes-là vont baisser les bras plus vite. Et nous, on fait des actions, justement, pour renforcer, mettre des contre-biais là-dessus, pour leur dire, non, mais allez-y, crochez-vous, et j'aime bien ce que tu dis, c'est vraiment, il faut juste y aller, puis il faut vivre ça comme une expérience. Et c'est pour ça qu'on fait des actions un petit peu pour contrebalancer un peu les biais qui existent. Je donne un exemple très simple, je devrais pas le dire à l'antenne, mais en fait, le test en ligne, c'est marqué que si vous l'échouez, vous n'avez pas le droit de le refaire. Franchement, tous les Suisses, ils le refont avec une autre adresse email. Mais un migrant qui est en situation où on l'a dit, tu dois respecter les règles, sinon tu vas te faire expulser, jamais il va trahir cette règle. Alors du coup, il a moins de chance qu'un Suisse. Alors je suis obligé de leur dire, on fait un projet avec Power Coders là-dessus, puis je leur ai dit droit dans les yeux, en tant que directeur de l'école, je t'autorise à faire ça, parce que tous les autres le font. Donc voilà, donc effectivement, il y a ce besoin un peu de renforcer des fois des a priori qui sont là, quoi. Il ne faut pas les sous-estimer. Ouais, c'est magnifique. Tu as passé la piscine, tous les vendredis tu passes un test, à la fin de ce mois, qu'est-ce qui se passe ? En fait, j'ai juste oublié d'ajouter que je rêvais du code pendant ce mois de piscine. On parle un peu du trauma, on continue. Ouais, mais ça c'est vrai chez tout le monde, j'ai fait la piscine, je confirme, je rêvais aussi. Non, mais c'est... Moi, j'essayais de résoudre quelques problèmes, ou je sais pas, faire des choses un peu dans ma tête. C'était comme à l'école quand je rêvais des maths, je sais pas, voilà. Ça m'a fait penser à mon enfance. Mais c'est quand même... voilà. Puis ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est les rushs, en fait. Parce que le week-end, c'est des projets à 2, 3, parfois 4 personnes. Oui, je pense 2, 3, voilà, ça dépend. Et en fait, ça, c'était vraiment super. Mon rush préféré, c'était le deuxième. Parce que c'était très compliqué et on n'était pas censé le finir. Mais je me suis retrouvée dans le groupe avec une personne qui savait déjà coder en Python, d'ailleurs, mais très, très bien. Et du coup... on a raisonné ensemble et moi j'ai suivi ce qu'il disait, puis je pense qu'on a réussi à faire ce deuxième rush, mais oui, grâce à ce gars, mais j'ai appris beaucoup de choses grâce à ça, et même je m'en servais après, pendant mon cursus. Il y avait des choses, parce que c'était un algorithme de backpropagation, et en fait, j'en servais après pour mes projets du Common Core. Excellent. Voilà, donc... J'aime bien l'exemple du rush, et c'est vrai que le deuxième est vraiment le plus dur. En général, quand on fait pas 0, c'est déjà bon signe. Et puis, l'autre élément qui est important, c'est qu'il y a une équipe donc, de 2 ou 3 personnes, et en fait, l'évaluation, c'est le principe du maillon faible. C'est-à-dire que, dans le cas que tu expliques, c'est pas la personne qui savait faire qui a fait tout seul, et puis il a dit aux autres, t'inquiète, je vais montrer. Il fallait que tous les autres sachent faire et sachent expliquer. Donc c'est vraiment l'idée de tirer les gens vers le haut. De partager et d'expliquer. Voilà. Et en fait, ça fait partie de ces rituels qu'on met en place. Sinon, t'as pas la bonne note. Et puis, le sachant, entre guillemets, il est obligé de travailler, de monter le pouvoir des autres. Et ça, c'est super intéressant. Puis l'autre élément que tu as dit que je trouve intéressant, c'est qu'en fait, ce qu'ils font dans la piscine, c'est vraiment le level 0 du cursus. Donc tout ce qu'ils apprennent dans cette piscine, ça leur sera utile dans le contexte du cursus. C'est pas juste un test d'entrée. C'est vraiment ce premier level. Et puis si on passe le level 0, on arrive au level 1. Et puis après, on continue dans le cursus en mode jeu vidéo. Voilà, pour revenir à ta question, après la piscine, moi je devais soutenir ma thèse. Ouais, j'ai soutenu ma thèse en décembre 2022. Puis oui, j'avais la soutenance privée, ce qu'on appelle colloque de thèse, en avril 2022. Ouais, donc entre les deux, j'avais ma thèse à réécrire, à corriger, voilà, selon les remarques du jury. Et du coup, en octobre 2022, j'ai commencé le Common Core à 42, en parallèle avec mon travail sur ma thèse. Et comme j'avais tendance à travailler par étapes, par période, donc parfois j'avais une période de thèse à 100%, je dormais presque pas, je rédigeais ma thèse jour et nuit. Il n'y a pas que 42 qui est martyrisant, je précise. Hein. Et après, j'avais une période plutôt 42. Je venais à l'école tous les jours, j'alternais. Mais c'est très bien, justement, qu'on puisse combiner ce cursus avec un travail presque moi, j'étais à 80%. Donc, j'enseignais à l'Uni, j'écrivais ma thèse, je faisais des tâches administratives et en même temps, je faisais l'école 42. Donc, oui, c'était assez dur. Bon, par contre, parfois, à l'Uni, c'est aussi très... Ouais. En tout cas, dans cette période-là, vers la fin de ma thèse, c'était très flexible. Du coup, j'ai pu jongler entre l'Uni, la thèse et 42, mais... En tout cas, oui, à 42, le début du cursus, du Common Core, c'était
c'était relativement facile, ça ressemblait un peu aux exercices de la piscine, mais au fur et à mesure, les projets devenaient plus difficiles. Et le premier projet à 2 mini-shells, c'était vraiment une catastrophe. Moi, à ce moment-là, c'est un peu le... en fait, c'est le milieu, plus ou moins, du Common Core qui permet de savoir si la personne va continuer ou pas. Parce que il y a plein de gens aussi qui abandonnent après Mini-Shell. Et du coup, c'était... En fait, j'avais l'impression que les projets augmentaient un tout petit peu dans la difficulté, et Mini-Shell, c'était une hausse assez drastique. Et en fait, c'était... c'était le premier projet de groupe pendant le... en binôme, en fait, pendant le tronc commun. Et c'est aussi difficile de gérer qui fait quoi, de répartir le travail, de se rencontrer avec la personne. Non seulement le code, vous êtes seul. Il n'y a pas de professeur qui vient vous dire comment vous pourriez faire ou qui Non, on s'occupe de faire des pizzas, des apéros uniquement. Voilà. On ne fait pas l'enseignement. Il fallait trouver la personne, puis s'organiser qui vient quand, parce que c'est quelqu'un travaille. J'avais d'abord un binôme, ensuite on ne s'est pas très bien entendu, on n'avait peut-être pas les mêmes objectifs, je ne sais pas. Du coup, j'ai trouvé un autre binôme. Et c'était un peu parfois difficile de s'organiser parce qu'elle travaillait, moi aussi. Bien sûr. Ouais. Je me permets de rebondir. Effectivement, Mini-Shell, c'est le... Moi, je vois la tête des étudiants, ceux qui sont sur Mini-Shell ou pas. Où ils en sont en fait, dès qu'il y a les cernes, le son, etc., c'est une vraie phase initiatique dans le cursus. C'est ce que tu disais, tout à fait juste. C'est-à-dire, c'est un peu le moment où ça passe, où ça casse. Et je pense qu'on introduit toute la complexité qui s'est fait morceau par morceau. Tu parlais effectivement de travailler avec quelqu'un. Aussi, le truc est pas clair. Il faut réimplémenter Shell, mais pas tout. C'est assez classique dans le monde professionnel où les specs sont pas super clairs, le métier ne sait pas vraiment ce qu'il veut. Et les gens qui testent, du coup, vont tout à coup tester des choses qui n'étaient pas demandées, tu sais pas pourquoi. Et en fait, je pense que c'est vraiment le projet qui te prépare à affronter le vrai monde professionnel en dehors de l'école. Et c'est pour ça qu'il est vécu comme quelque chose d'assez traumatisant, on peut le dire, par les étudiants, mais de formateur. Faut pas croire que c'est facile d'apprendre l'informatique. C'est pas facile de faire les PFL, c'est pas facile de faire la HES, c'est pas facile de faire la 42. Je veux dire, tu parlais de l'exemple de ta thèse, je crois que les gens disent mais il faut travailler. Oui, désolé, migrants, c'est fini, sinon je joue au loto. Mais fondamentalement, c'est ça qui est important. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on les oblige pas à le faire. C'est leur choix, on leur offre les opportunités de le faire. Et en fait, c'est à eux de trouver les ressources pour se lever le matin, pour venir, pour faire face à des défis, pour peut-être adapter. J'aime bien l'exemple que tu disais, changer de coéquipier ou de coéquipière, et puis de trouver le bon. Et en fait, en faisant ça, on apprend tellement de choses sur soi-même, sur les autres, et sur les fameux soft skills, que quelque part, ce que tu as appris en codant dans Mini-Shell, c'est pas la partie la plus importante. La partie la plus importante, c'est d'arriver à gérer cette complexité-là, qui, elle sera stable dans les 50 prochaines années, en fait. Oui. Et pour rester un petit peu sur tout ce parcours, donc tu as réussi d'une manière magnifique l'ensemble du processus École 42. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé ? Comment on rentre justement dans cette vie active ? Ensuite, je vais pas vous parler de mes recherches de stage et d'emploi en détail, mais après... Après, on postule, c'est ça, c'était ça la question. Il doit chacun trouver son stage. On doit se mettre un petit peu, on se fixe combien de temps si demain, moi, je veux me lancer dans l'aventure 42, en gros, ça me prend quoi, une année ? Combien de temps t'as mis, toi, entre le début et la fin du tronc commun, qui est la première partie, en fait, de la formation ? Alors, moi, j'ai mis 2 ans à peu près. Ouais. Parce que tu avais aussi ta thèse en parallèle, tu travaillais en parallèle. Mais on peut le faire... C'est 1 à 2 années, en fait. D'accord. On dit. Ça dépend, mais il n'y a pas de limite. Si on le fait en 4 ans, c'est possible. Non, parce qu'en fait, il y a une limite de 2 ans et demi à peu près, parce qu'il y a quand même des délais à respecter, etc. La plus rapide de l'école l'a fait en 6 mois et demi. Donc voilà, donc en fait ça va dépendre du temps qu'on a à disposition, notre capacité, notre motivation. Donc c'est assez flexible avec le piège de la flexibilité. Quand on procrastine, ça aide pas. Et puis le fait, comme l'exemple que tu donnais à ça, de toute façon, la majorité de nos étudiants ils bossent en parallèle parce que même si l'école est gratuite, il faut manger, il faut dormir, il faut vivre à côté. Et donc on peut bosser à 80%, des fois à 100%, des fois à 40%, ça dépend. Et bien évidemment que ça a un impact sur le rythme d'apprentissage. Et après il faut trouver son stage. Ah voilà, et c'est là qu'on cherche son stage. Voilà. La vraie vie. Et t'as mis combien de temps pour trouver ton stage ? Quelques mois ? Quelques mois. Je sais pas, j'ai mis 2 ans aussi, je pense.
Aussi long que ça? Non, Oui. non. Bah, ouais. En tout cas, voilà, moi c'est compliqué. Pour les Suisses, en tout cas voilà. les gens qui ont le permis C ou la nationalité, ça va prendre, d'après mes connaissances, quelques mois. Ouais. Ok. Ça dépend vraiment beaucoup des gens. Et alors, tu insistes aussi sur un point, c'est que bien évidemment, nous, à l'école 42, on accepte tout le monde. Il y a des gens qui ont des passeports européens, d'autres qui ont des passeports russes, en l'occurrence, d'autres qui ont des situations différentes. Effectivement. Et puis, des fois, les employeurs sont plus ou moins flexibles, on va dire, sur cette situation-là. Un de nos étudiants qui a fini le tronc commun dans la première volée, se trouvait être un réfugié débouté sans papier. Il lui a fallu quand même 2 ans avant d'avoir un permis de travail, alors que j'avais plein d'entreprises qui étaient prêtes à l'engager. Maintenant, c'est fait, tant mieux pour lui. Dans ton cas, ça n'a pas été tout simple non plus de pouvoir avoir une entreprise qui est d'accord de jouer le jeu pour avoir un permis de travail. Et puis ça, c'est la force de nos partenaires. Là, en l'occurrence, Margarita travaille au groupe Mutuel et nos partenaires peuvent être présents sur le campus, peuvent venir recruter. C'est une chance pour nos étudiants et pour nos partenaires. Et puis ça crée des liens aussi avec eux qui permettent de mettre en place des solutions qui finalement permettent de trouver des solutions pour nos étudiants. Et nous, notre job, c'est vraiment d'aider les étudiants qui ont des situations particulières qui fait que c'est plus ou moins compliqué. Alors ici, il s'agissait d'un permis de travail. Des fois, c'est parce qu'on a 45 ans et plus et que le marché est assez rétif. Des fois, c'est parce qu'on peut travailler qu'à 50 ou 60% parce qu'on a une charge de famille, une incapacité de travail partielle ou d'autres choses. Donc voilà, donc nous, on va plutôt intervenir sur ces profils-là versus d'autres étudiants qui ont, 20 ans, sont tout frais, trouvent une place tout de suite. Ça dépend beaucoup de l'envie du marché. Bien sûr, puis du moment aussi où tu cherches après, un travail. ce qui est important aussi, c'est qu'il y a souvent des gens relativement jeunes, enfin très jeunes, je dirais même, de 18, 20 ans, qui peuvent se permettre, qui vivent avec leur famille et qui peuvent se permettre un salaire de 1700 ou 2000 francs par mois. Alors moi, c'est pas mon cas. C'est juste, voilà, ça me permet même pas payer mon loyer. Oui, bien sûr, du on coup, connaît tous quand on est seul et qu'on est étranger, c'est compliqué. Ouais, absolument. Et c'est ça qui est magnifique, je trouve, Christophe, que tu as... déjà, bravo pour l'aventure de la mise en place de cette école 42 et pour tout ce que tu fais aussi à côté pour l'inclusion, notamment des femmes. Je vois que tu es très active dans ce domaine-là et aussi des personnes migrantes. Tu as donné le nom tout à l'heure du... Power Coders, avec qui on travaille, exactement. Effectivement. Alors, Power Coders, c'est une association qui fait de la réinsertion de migrants et de migrantes à travers l'informatique, avec un programme qui permet à des gens qui ont des vraies compétences informatiques, souvent quand ils étaient informaticiens dans leur pays, puis en fait, ça arrive là, ils ont plus de références, ils n'ont pas les bons papiers, et en 6 mois, en fait, de reformation et de certification et 6 mois de stage, ils reviennent au marché de l'emploi. Et puis, nous, on intervient plutôt avec eux pour des formations de plus longue durée. Donc, on a beaucoup de gens chez nous qui sont des migrants, des migrantes, des fois qu'on fait Power Coders, des fois pas. Et ce qu'on a mis en place cette année pour tester, c'est ce qu'on appelait une prépa 42. En fait, quelques semaines avant la piscine, des migrants qui vont pouvoir faire un test, se préparer, ne serait-ce que d'apprendre à faire du feedback, maîtriser un peu mieux le français, d'être à l'aise avec les environnements, et puis d'apprendre à apprendre par soi-même. En fait, ça a l'air évident, mais sauf que quand on est fragilisé par une situation X ou Y, on a fait ça avec les migrants maintenant, on aimerait faire ça prochainement, l'année prochaine, avec des personnes en réinsertion, mais des fois, c'est plus ou moins long de motiver les acteurs du système à tenter ce genre d'expérience avec nous. Tu parlais juste de gratuité, peut-être comme ça on aura vraiment fait un point complet sur l'école 42. Tu peux travailler de la maison, mais tu peux aussi bénéficier du matériel informatique qui est mis en place, qui est disponible à Renan, à l'école 42 de Lausanne. Alors, l'important pour nous, c'est que ça coûte le moins possible aux gens de venir. L'école est gratuite, on peut venir sur place, on a non seulement du matériel, du réseau informatique, etc. Aujourd'hui, la plupart des jeunes n'ont plus d'ordinateur à la maison. Ils ont un smartphone, éventuellement une tablette. Je dirais, il y a quand même 20-30% des jeunes qui n'ont pas d'ordinateur. Je parle même pas d'un bureau et puis d'un espace assis, c'est pas aussi évident que ça. Et puis l'autre élément, c'est qu'on bénéficie des copains et des copines aussi. Ça, c'est quand on a besoin de l'aide, quand on est tout seul à la maison, il reste le frigo. Là, il y a les copains et les copines, il y a aussi des frigos, je rassure, mais c'est quand même différent. Et puis, il y a des choses qui sont un peu plus difficiles, comme les frais de déplacement, des choses comme ça. Là-dessus, on peut pas faire grand-chose. Mais on essaye de rendre ça le plus accessible possible à nos étudiants et nos étudiantes. Et ensuite, il y a un alumni ou un après, un ensemble de personnes qui sont passées par cette période traumatisante de l'école 42, de la piscine et de tout ça. Est-ce qu'il y a des échanges? Comment ça se passe? Qu'en plus, l'école 42 est présente dans le monde maintenant. Oui. Comment tu vois les relations avec les autres étudiants?
Ouais, je connais plein de gens qui, après avoir fini le tronc commun, ils sont restés amis, ils se voient, ils sont en coloc même, ou je sais pas, enfin, ils deviennent vraiment amis. Mais après, il faut dire qu'il y a la partie Common Core, mais il y a aussi des spécialisations. Et là, on peut choisir des spécialisations jusqu'à l'infini et puis continuer les études à côté dans le travail à plein temps. Ou, il y a des formations aussi que vous proposez justement sur le machine learning parfois. Enfin, des choses qui sont aussi ouvertes d'ailleurs au large public, pas seulement alumni. Mais en tout cas, il y a des choses, on peut... des événements aussi, beaucoup d'événements où on peut rencontrer les anciens étudiants. En fait, moi, à chaque fois que je vais à l'école, je rencontre plein de gens avec qui j'ai fait des projets, j'ai étudié, et du coup, on parle, on est content de se revoir. Donc oui, parfois, le réseau, il est... Enfin, je ne sais pas s'il y a quelque chose en place pour... S'il est formalisé. Ça, je ne sais pas, mais... Et tu n'es pas encore à cette étape-là, en fait. En tout cas... pour rencontrer les étudiants, il suffit juste de venir à l'école. Il y en a plein. Par exemple, moi, de temps en temps, je demande aux gens avec qui j'ai fait le dernier projet du tronc commun Transcendance, ça s'appelle. Je leur demande comment ça avance dans leur stage ou quel projet ils ont pour le futur. On est resté en contact. Et du coup, voilà. Alors je pense qu'effectivement, il y a ce côté, comme tu le décris bien, de communauté, qui est très forte, qui est vrai dans beaucoup d'écoles. Hein. Je veux dire, c'est pas spécifique à 42. Je pense que dans plein d'écoles, on vit des expériences qui sont traumatisantes et qui nous créent des liens. On a effectivement la possibilité, une fois qu'on est sorti, non pas du tronc commun, mais en fait de la phase de spécialisation, et à un moment donné, on peut dire stop, ou même le délai nous fait des fois dire stop, simplement. Et là, on rentre dans la catégorie des alumni, ce qui n'est pas encore ton cas. Donc il y a quand même, c'est formalisé. Il y a quand même un alumni formalisé qui va permettre de faire des activités pour les alumni, pour les maintenir. Je prends un exemple très simple. Quand nos étudiants, nos étudiantes ont démarré le cursus en octobre, on leur a fait un time capsule. Et puis là, depuis cette année, on va commencer à faire les soirées des contemporains. C'est toute la rentrée 2021. On vient se boire un verre. Jusqu'à ce que 10 ans après la rentrée, on ouvre la fameuse time capsule qui était la lettre de moi-même pour dans 10 ans. Donc ça, c'est un exemple concret. Puis l'autre élément concret, c'est que contrairement à beaucoup de systèmes, on ne considère pas que la fin du cursus, c'est la fin de l'apprentissage et la fin de la vie au sein de l'école. C'est-à-dire que tous nos alumni pourront à n'importe quel moment revenir, réactiver leur compte, revenir se former dans 3, dans 5, dans 20 ans, gratuitement, de manière flexible, ce qui permet de maintenir une cohésion d'ensemble, ce qui permet d'apprendre, parce qu'aujourd'hui, on n'arrête pas de nous dire il faut apprendre tout au long de la vie. Oui, mais 85% des budgets de formation sont entre 5 et 25 ans. Les 15% restants, c'est souvent des budgets personnels, un peu d'entreprise, mais voilà, souvent, à partir de 25 ans, quand on a 5 jours de formation dans l'année, c'est qu'on a de la chance avec notre employeur. Donc voilà, donc il y a ce côté-là sur les alumni, et ce qui commence à émerger, alors tu parlais du niveau international, donc oui, on a 50 campus, 30 pays aujourd'hui. À Paris, ça fait plus de 13 ans, on a des étudiants de 42 qui engagent maintenant des étudiants de 42, c'est les managers. Aussi, donc ça, c'est classique. Alors là, je fais attention, et je le dis, et d'ailleurs, mes amis du groupe MUD, je leur dis régulièrement, attention, ne faites pas de la consanguinité. On est pour la diversité, il faut des apprentis, il faut des gens de 42, il faut des gens de l'EPFL, des HE, c'est égal. Il faut varier les sources d'engagement, il faut varier les profils, parce que sinon on finit par se ressembler trop aussi. Et là, on a la chance à 42 d'avoir une grande diversité des profils à l'entrée, mais ils ont tous vécu la même expérience, puis c'est bien de les mettre avec des gens qui ont fait HES ou de l'EPF, puis de continuer à mélanger en fait ces points de vue. Quelle est ta marge de manœuvre sur la flexibilité du choix de ce que vous allez proposer dans le cursus Alors, il y a deux parties. Justement, la partie tronc commun, c'est vraiment commun à tous les cursus, les campus, les étudiants 42 qui doivent passer par un certain nombre d'étapes. Puis après, il y a la phase de spécialisation où c'est vraiment à la carte. C'est-à-dire que les étudiants peuvent choisir des modules de machine learning, de web, de cybersécurité, etc. Et dans cette partie spécialisation, nous, en tant que campus, on peut promouvoir un petit peu certains contenus, et surtout, vu qu'on est financé par des acteurs qui utilisent l'informatique, on peut aussi alimenter, adapter, proposer des nouveaux contenus qui sont, si on veut les faire rentrer dans notre cursus, vont être validés par l'équipe pédagogique à Paris, puis après sont redistribués sur les autres campus. Ce qui fait qu'avec une cinquantaine de campus, le time to market est assez intéressant.
Et en plus de ça, on peut rajouter des expériences comme des hackathons, des design thinking qui se comptent pas dans le cursus en lui-même, mais qui ramènent des expériences. On a fait une expérience la fin de l'année passée avec le service pénitentiaire vaudois pour réduire la rupture digitale en prison. Donc on a commencé en prison le vendredi matin. Alors les étudiants vont se rappeler toute leur vie de la pause clope avec le chef gardien dans la cour de la prison. Ouais. Ça c'est bon, c'était Prison Break. Et en fait, on a fini le vendredi soir avec des prototypes qui avaient été générés notamment par des outils d'IA, etc. Et avec des acteurs métiers qui disaient « Ah, mais on n'avait pas du tout vu le problème sous cet angle-là. Heureusement qu'on a fait ce projet parce que, en fait, on serait parti faux. Et derrière, partir faux, c'est des centaines de milliers de francs, c'est pas des millions que ça peut coûter. Donc, ça, c'est super intéressant pour les étudiants. On essaie de vivre ces expériences-là. La prochaine, on va en faire bientôt une avec les Startup Club de l'Uni de Saint-Gall. Donc là, on va même faire une expérience quasi internationale pour nous, parce qu'on va aller jusqu'à Saint-Gall. Voilà. Donc, on fait ce genre de choses qui est assez sympa. Et ça, c'est important parce que c'est pas que de l'argent qu'on reçoit des entreprises, c'est aussi du feedback sur ce qu'elles ont besoin comme profil, comme compétences techniques ou surtout non techniques, en fait. Ces modules dans lesquels tu parles, ce sont des modules vidéo principalement, comme des mocks, tu disais tout à l'heure. Il n'y a plus de vidéos après la piscine. Ouais, il y en a très peu. Ok. On peut les retrouver en fait dans l'entra, mais c'est mieux de chercher nous-mêmes sur Internet. Ah, ok. Je donne un exemple, le dernier projet du tronc commun qui s'appelle Transcendance, qui porte très très bien son nom. On leur dit développer un Pong avec un chat multijoueur. Voilà. Et vous avez peut-être des choix technologiques, il faut prendre React, il faut prendre Django, etc. Débrouillez-vous. Et en fait, mais la vraie vie, c'est ça. On a un commercial qui arrive le lundi au bureau en disant « Ouais, j'ai vendu un projet, on va utiliser la techno. » Puis on lui dit « Mais on l'a jamais fait. » Il dit « Démerdez-vous. » Voilà, on va faire quoi ? On va demander à ChatGPT, on va aller voir des MOOC de Coursera, on va aller voir d'autres choses. En fait, ce qui est important pour les étudiants, c'est vraiment d'apprendre à aller trouver la source d'information. Ça peut être chez les amis, ça peut être de faire appel à un sachant, ça peut être d'aller voir une formation, de s'entraîner, de prendre un bouquin. On a même des gens qui veulent qu'on aille des bouquins, c'est pour dire. On a vraiment tous les âges. Et en fait, c'est génial parce qu'une fois qu'on sait faire ça, on est complètement décomplexé face à l'inconnu. On dit, mais moi, j'ai déjà relevé des trucs qui me semblaient impossibles 2 semaines avant. Donc, c'est pas grave, on y va. Et puis, parfois, si on échoue, on aura au moins essayé. Et puis peut-être, là, on aura fait le tour pour les entreprises. On a beaucoup de PME qui nous regardent aussi sur cette chaîne YouTube. Quel est vraiment l'avantage de rejoindre, de co-financer, on peut appeler ça comme ça, l'école 42 Lausanne ou toute autre école 42, dans quel but une entreprise fait ça ? Alors, je vais donner 2 exemples. D'abord, c'est les seuls qui viennent recruter sur le campus. Okay. Ça, c'est vraiment important. C'est grâce à eux qu'on existe. Et puis, on fait des journées de job dating. Je donne un exemple simple. La plupart de mes étudiants, ils pensaient que Swisscom, ils vendaient des smartphones. Parce que vous allez dans un Swisscom shop, c'est pour faire un abonnement pour un smartphone. Quand on leur a dit que c'était le numéro 1 de l'informatique en Suisse, mais il faut se mettre à la place des gens. Quand c'était le numéro 1 de l'informatique en Suisse, ils ont dit, mais c'est la régie d'État, ils appartiennent à la Confédération, donc c'est pas ultra sexy. Quand j'ai l'équipe de Swisscom qui est venue faire un workshop sur le DevOps, ils avaient tous envie d'aller bosser chez Swisscom. Puis là, je leur ai dit, attention, ça, c'est Swisscom Digital Solutions. Il y a plusieurs équipes, c'est Swisscom, il y a des profils différents. Donc ça, c'est concrètement, et je donne un gros nom, L'autre élément, c'est que quand on a des pépites, et là je pense à Margarita, c'est avec nos partenaires qu'on lui dit, écoute, là j'ai vraiment quelqu'un, c'est super par rapport à ton profil, par rapport à l'ambiance de l'équipe, et puis voilà, on peut aller un peu plus dans de la personnalisation, et je suis très content qu'ils aient aussi joué le jeu, et puis on les a accompagnés là-dessus, et puis d'avoir la possibilité que toi tu donnes satisfaction parce que tu as fait ton stage, et tu as continué après ton stage en fait. Oui. Oui, tu es un exemple absolument majestueux d'une réussite 42. Bon, mais c'est déjà... oui, merci beaucoup à Christophe, à l'école. Et en fait, c'est peut-être juste une combinaison d'événements. Enfin, je me suis retrouvée au bon endroit au bon moment. Mais après, si j'avais pas trouvé de travail, je serais partie de Suisse. Donc, c'est aussi ça ma contrainte. Bien sûr. Donc, j'avais une très forte motivation, après 8 ans de séjour en Suisse, de ne pas revenir en Russie dans l'état dans lequel il est maintenant. Quelle est un petit peu ton idée maintenant, comment tu vois ta carrière de développeuse ou toute autre chose, puisque à l'école 42, on vous apprend aussi à être fluide et à être curieux. Comment tu t'imagines un petit peu dans ces prochaines années ? En fait, mes recherches d'emploi m'ont tout à fait épuisée. Et maintenant, j'ai pas vraiment de projet à long terme.
but, ça se mesure en permis de séjour. D'abord permis B de travail, ensuite permis C, ensuite j'espère quelque chose de plus. Mais voilà, au niveau des rêves, ce que j'aimerais dans l'idéal, peut-être si on se lance dans des dans des réflexions un peu rien à voir, c'est que peut-être dans l'idéal, j'aimerais utiliser mes compétences à 100%. C'est-à-dire, moi, j'ai des compétences non seulement techniques, mais aussi des sciences humaines. Bien sûr, ouais. Je parle 6 langues et j'ai des capacités de rédaction assez poussées parce que j'ai non seulement rédigé une thèse en mémoire et je suis aussi rédactrice bénévole de l'agenda, de la revue culturelle, je ne sais pas si vous connaissez, de l'Arc Lémanique. Et j'ai beaucoup de compétences de présentation. Comme j'ai enseigné, j'ai beaucoup présenté devant les étudiants. C'est aussi des compétences en communication. Donc c'est très bien les compétences techniques, mais si je pouvais les combiner encore avec les compétences plus des sciences humaines, ce serait l'idéal. Après, j'aime bien faire de la recherche, aussi quelque chose que dans l'idéal, j'aimerais intégrer dans ma vie de tous les jours, parce que maintenant, ce que je fais, c'est mes recherches à moi, je lis mes livres pendant mon temps libre, après le travail, je cherche, je m'informe au sujet des événements historiques ou de la linguistique, mais des sujets qui m'intéressent moi, et du coup, j'essaie d'écrire, de lire et d'écrire, mais pour moi-même. En russe, on l'appelle pour mettre dans le bureau, dans un tiroir. Ouais. Voilà, donc des choses comme ça, mais dans l'idéal... C'est peut-être un métier qui n'existe pas tout à fait encore et on va peut-être aussi vers du sur-mesure au niveau des emplois. Et c'est magnifique. Je rebondis juste par rapport à ce que tu disais. Les gens normaux ne changent pas le monde. Et nous, on a plein de gens différents qui ont un parcours de vie différent. Et malheureusement, aujourd'hui, les entreprises, et notamment les équipes RH, désolé pour vous, ils font passer les gens dans des grilles, dans des cases, et puis ils loupent des profils comme ça. Et c'est ça que je trouve intéressant par rapport d'abord à nos partenaires, mais même par rapport à s'il y a des entreprises qui nous écoutent, mais n'hésitez pas, ayez le courage d'aller chercher des profils qui sont justement des profils atypiques, parce que c'est ces gens-là qui ouvrent le périmètre de réflexion, qui voient d'autres choses qu'on ne voit pas et qui nous permettent de faire des bonds en avant. C'est vrai que on a cette particularité là à l'école 42, et on n'est pas les seuls, de nouveau, mais de donner la chance à des gens qui ont des profils différents, des parcours différents, quel que soit le parcours. Et justement, moi, j'ai envie d'inviter les entreprises qui soient courageuses, de dire, donnons la chance à ces gens-là. Donc, on a un certain nombre d'entreprises courageuses qui nous soutiennent. Il y en a d'autres qui font d'autres choix, l'apprentissage ou autre. Donc, j'ai pas de souci. Mais vraiment, je pense que c'est important d'oser donner la chance aux gens, et de comprendre aussi que pour les gens, c'est pas simple d'oser ces chemins alternatifs, quels qu'ils soient. Et ça, c'est un appel que je peux faire là. D'accord. L'école 42 permet cette rencontre, finalement. Je vais vous poser la question de fin. On arrive à la fin de ce podcast déjà. Est-ce que vous auriez des recommandations d'informations, podcasts, YouTube, livres qui ont marqué votre vie à partager aujourd'hui à nos auditeurs ? Moi, j'ai peut-être un article d'un ami à moi qui est physicien au CERN à la base, mais comme il est russe et que le CERN ne collabore plus avec les chercheurs russes, il ne travaille plus là-bas. Mais en tout cas, il a écrit un article en anglais et en russe sur les sociétés d'IA. En fait, c'est dans l'idée que dans le futur, on devra réduire les émissions de CO2 et puis l'utilisation de l'électricité. Et du coup, à la place d'utiliser un seul modèle LLM, on pourrait en utiliser plusieurs. Et ça pourrait être intéressant parce qu'ils peuvent non seulement mieux répondre aux questions, donc c'est plus efficace parce que toutes les bonnes réponses se ressemblent, mais toutes les hallucinations divergent. Et du coup... ça permettrait déjà d'être plus efficace, mais aussi de réduire la consommation de l'électricité. Et du coup, après, quand il y a plusieurs agents qui interagissent, peut-être ça va... parce qu'ils devront partager des règlements, des choses entre eux. Et puis, ce serait intéressant pour les entreprises maintenant de créer une plateforme où ils peuvent
entraîner ces modèles, plusieurs modèles IA et LLM, agents, et comme ça voir ce qui se passe dans les logs. Voilà, est-ce que c'est une société qui se crée ou pas? En tout cas, c'est ça son idée. Je pense que c'est très intéressant. Et puis, je peux vous lire comment ça s'appelle parce que je me souviens pas. Enfin, le titre de l'article. Oui, bien sûr, et on le mettra en lien. On mettra le lien dans la description. Alors ça s'appelle Emergent AI Society Tasks Scarcity Talks. Magnifique. Voilà. Donc c'est une réelle proposition. André Sérikov. Et puis un autre livre que j'aimerais vous conseiller, ça n'a rien à voir avec notre sujet d'aujourd'hui, mais c'est juste en must read. Ça s'appelle Memoir of a Gulag Actress. Voilà, juste ça. De qui? De quel De Tamara Petkevich. Eh bien, merci. On le mettra également en lien. Je ne connais pas. Oui, c'est juste pour les gens curieux, mais qui ne s'intéressent pas forcément... Enfin, je veux dire, ce n'est pas lié au sujet d'aujourd'hui, mais c'est juste un livre qu'il faut avoir lu une fois dans sa vie. Voilà, exactement. Pour le livre, bien sûr, on est d'accord que c'est l'aventure 42 Lausanne. Mais bien sûr, j'allais proposer. Et on saura peut-être pourquoi l'école s'appelle 42. Certainement, dans le livre, je promets, on révèle cette information que même Google ne connaît pas. Christophe, des sources d'informations que tu vas souvent voir, que tu aurais envie de partager. Oui, alors j'ai réfléchi à ça. Le dernier livre que j'ai lu, c'est intéressant, ça s'appelle La guerre des intelligences de Laurent Alexander, qui est un livre de 2017 sur l'intelligence artificielle. Et contrairement à son titre, il parle pas de la guerre, mais de la complémentarité entre l'intelligence artificielle et l'intelligence humaine. Et ce que je trouve intéressant, c'est de lire ce livre à l'aura d'aujourd'hui, en 2025, et de voir un peu dans les hypothèses et les scénarios qu'il présente, lesquels se confirment ou s'accélèrent ou d'autres. J'ai beaucoup de réflexions autour de ce que veut dire l'intelligence artificielle dans le monde d'aujourd'hui et dans l'être humain d'aujourd'hui, avec un côté très anxiogène d'un côté à la Matrix et d'un côté très, très ouvert et utopique, en me disant on va peut-être enfin travailler sur ce que c'est la conscience et puis de mieux se connaître soi-même. J'hésite entre les deux, ça dépend si je suis de bonne humeur ou de mauvaise. Donc voilà, aujourd'hui ça va. Donc aujourd'hui, je suis plutôt positif. Okay. On verra demain. Magnifique. Et puis pour encourager ce réseau et cette diversité, une personne que l'on pourrait inviter, que vous nous recommandez d'inviter sur cette chaîne. Franchement, j'y ai pas pensé. C'est pas grave. Alors moi, j'ai une personne, et puis ça te s'offre un lien, c'est Steve Vaquin, qui est notre ambassadeur au groupe Mutuel, qui est vraiment quelqu'un, je trouve, de clé. Je parle de l'humain, je parle pas de son rôle, mais parce qu'en fait, il est un peu à l'interface dans la gestion du changement d'une entreprise un peu classique, et en fait, il fait le point avec plein d'initiatives, pas que les nôtres. Il est aussi le référent à l'Institut suisse du numérique responsable pour le groupe Mutuel, etc. Et je trouve intéressant d'avoir une personne qui vient surtout du monde du métier et puis qui voit un peu cette complexité d'interfacer puis de gérer des profils métiers qui ont 20 ans de boîte, etc. Et je trouvais intéressant. Et puis c'est aussi grâce à lui que Margarita est au groupe Mutuel aujourd'hui. Donc voilà. Mais peut-être aussi Serge Raymond ou d'autres personnes du groupe Mutuel, Yann Gori ou Baptiste, je sais pas. Voilà, juste les gens que je connais. Ou Serge de 42. Magnifique. Après, je sais pas si je peux aussi transmettre un message aux femmes. Oui, allons-y, il faut. Parce que ce que je voulais dire... j'ai même noté pour ne pas oublier, c'est que, comme j'ai déjà dit auparavant, on a plutôt tendance à être timide et à ne pas croire en soi et en ses capacités. Tout remettre en doute, dire moi je suis bête, je suis nulle, voilà, ça c'est les femmes. Et moi je pense, j'ai un conseil, il faut observer les hommes à l'entretien d'embauche. C'est vraiment quelque chose qui est assez surprenant parce qu'ils sont très loin d'être timides et voilà, ils se vendent très bien. Il faut emboîter le pas. Ensuite, il n'y a pas une autre idée pour prendre un peu plus de confiance en soi, c'est qu'il y a pas mal de gens qui occupent un poste très hiérarchiquement très élevé ou avec un bon salaire, etc., mais qui ne sont pas forcément adaptés à ce poste. Moi, j'en ai rencontré plusieurs pendant ma vie professionnelle et c'était un tout petit peu frustrant parce que quand on se dit si cette personne est arrivée à ce poste-là et qu'elle arrive à faire tout ça, en même temps,
Ouais, voilà. En tout cas, nous, les bonnes personnes, on peut aussi, on peut et on doit prétendre à ces postes. Oui. Voilà, ça c'est une idée à garder en tête pour les femmes, je pense. Ensuite, j'avais un ami qui m'a dit va pas dans l'IT, écris des poèmes. Bah c'est super, mais comment je paye mes factures et comment j'obtiens mes titres de séjour en Suisse. Voilà, donc ça c'est voilà. Enfin, quand même, il faut garder cette idée dans la tête que pour pouvoir payer nos factures nous-mêmes, on devrait quand même aller dans l'informatique si on le veut et que voilà, sans se faire juger par les autres ou juste se faire juger et puis ne pas y faire attention et voilà. Tout est possible et on a une action en tant que femme dans cette société, dans n'importe quel type de métier ou autre. Oui, et encore une idée, oui, ça c'est ce que j'ai déjà dit, c'est que les ingénieurs de l'EPFL ne veulent pas devenir un développeur, mais ils veulent, parce que cet ami-là qui a dit écrire des poèmes, il avait fait des études aussi très techniques, bon pas à l'EPFL, mais il était mathématicien, et alors quand même... j'ai l'impression, une amie à moi, elle a dit mais peut-être il a peur parce que lui-même il n'a pas réussi à trouver un travail en Suisse, donc c'est peut-être aussi ça la raison. Ils veulent se protéger en quelque sorte parce qu'il y a déjà pas beaucoup de postes, pas beaucoup d'offres d'emploi et du coup ils veulent pas de la concurrence et surtout les femmes qui sont faciles à convaincre qu'elles sont nulles, c'est aussi facile de dire voilà il faut pas y aller et puis ils vont pas y aller. Et pour conclure ce message, c'est ce que tu as déjà dit, Christophe, c'est qu'il ne faut pas imaginer que l'IT ou la programmation, le développement, c'est de la magie. C'est un effort. Et ça, je ne sais pas comment ça se passe en Suisse, mais aux écoles en Russie, je pense, en tout cas moi, j'ai senti ça sur ma peau, on nous prépare à faire des efforts parce qu'il y a un examen final, un examen d'État. Il y a 3 matières pour lesquelles il faut passer un examen. Et du coup, on s'y prépare. Et si on passe bien ces examens, on fait gratuitement les études à l'Uni. C'est ce que j'ai fait. Et du coup, j'ai mis beaucoup, beaucoup de temps, beaucoup d'efforts pour arriver à de bons résultats aux examens d'État. Et du coup, j'ai appris à faire des efforts. Je ne sais pas si les gens, à quel point les gens actuellement, que ce soit des hommes ou des femmes, sont capables de faire un effort. Et juste... parce que quand je dis tout ça aux femmes, il faut pas se sous-estimer, il faut croire en soi. Ok, mais il faut pas non plus se gâter. Mais il faut travailler. Oui, voilà, c'est ça que je voulais dire. Il faut travailler. C'est tout à fait ça. Je peux me permettre juste de rebondir, alors pas sur les femmes, mais sur la dernière chose que tu as dit. Je te fais d'accord avec ce que tu as dit sur les femmes et l'importance, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on est dans une société où on a l'impression que tout peut nous tomber très cuit dans la main. J'ai des gamins de 16, 19, 18 ans qui me disent ouais, bah là, mais il faut bosser. Il faut bosser, je veux dire, et ça je pense qu'il faut avoir faim, il faut bosser, et ça je pense que c'est un message, et dans un monde où le marché du travail est de plus en plus concurrentiel, on en a assez parlé, je veux dire, ça va pas nous tomber tout cuit dans la main, donc vraiment un message important. Il faut se réveiller, des fois on plonge dans un confort aussi qu'on a ici en Suisse, et puis c'est aussi regarder par le passé l'histoire qui parfois se répète, donc il faut être attentif et il faut se bouger. Je pense que c'est un bon message de fin pour cette journée. Oui. Margarita, Christophe, merci infiniment. Merci à toi. Beaucoup. Et à tout bientôt. À tout bientôt. À bientôt.